Place à l'instant décryptage politique après le débat du dimanche avec notre consultant politique à ETélé, Agapit Napoléon Maforican. Bonjour à vous. Bonjour Roméa, bonjour téléspectateurs. Expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication, consultant politique à ETélé bien évidemment. Quel regard portez-vous sur l'issue proposée donc à cette rencontre du chef de l'État avec la classe politique? La forme déjà. Non, mais la forme, c'est la première fois que nous voyons un chef d'État se donner ou s'adonner, les deux, s'atteler à chercher des solutions à des crises politiques préélectorales ou post-électorales. Ici, on est en préélectoral. C'est la première fois parce qu'il n'y a pas l'année électorale où nous n'ayons eu des difficultés. J'en veux pour preuve seulement que en 91, quand il s'agissait d'aller en 95, 96, quand il s'agissait des législatives de 95, le président Soglo ne voulait pas de la Sénat. Et les députés ne croyaient pas à la capacité du ministère de l'Intérieur, sous l'autorité du président Soglo, d'organiser les élections. Il a fallu, dans la loi portant règle générale pour les élections, créer la Commission électorale nationale autonome. Le président Soglo n'en voulait pas. Malgré le contrôle de conformité, le président Soglo n'a pas à refuser de promulguer la loi qui a été d'office promulguée par la Cour constitutionnelle, selon les dispositions du règlement intérieur ou de la Constitution. Donc, déjà, en 1995, et le président Soglo, n'étant pas très content, n'a rien ménagé pour aider, pour faciliter. Je veux dire, l'administration Soglo n'a rien ménagé pour faciliter la vie à la Sénat en 1995. Maître Saïd Abantou est là. Il peut témoigner. Madame Janouvi est là. Vice-présidente de la Sénat en 1996. Elle peut témoigner. Beaucoup d'acteurs encore sont là pour montrer que en 1995-1996, la crise préélectorale, ça a débouché sur la crise post-électorale. En 2001, le président Soglo a failli faire capoter le processus en refusant de faire son second tour. Il s'est fait accompagner par le président Mbouidji. Il a fallu à Bruno Moussou pour accepter. En 2006, là, c'est au niveau étatique que le président, que quand le gouvernement n'a pas daigné mettre les moyens pour organiser les élections, on a frôlé le pire. Je laisse toutes les élections. En 2010-2011, alors que tout le monde a crié à la LEPI, quand il a fallu mettre en œuvre la LEPI, on a encore commencé à dire jamais la LEPI, c'est pour Yahi, ça ne peut pas, c'est pas normal, tout ça. Il a fallu la Cour constitutionnelle pour sauver le Bénin. À mettre Robert Dossou est là. Mais qu'est-ce qu'on ne l'a pas taxé? Donc, pour aller aux élections de 2011 avec la LEPI, il a fallu la fermeté de la Cour constitutionnelle et du président Soglo et Yahi. Alors, quand je vois aujourd'hui les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est certains acteurs qui ont la mémoire peut-être courte, mais il ne faut pas qu'ils prennent tout le monde comme amnésique. Donc, le chef de l'État, en les recevant, n'a pas voulu laisser la gadoue, a voulu anticiper certaines crises. Mais vous voyez que certains ont fait la politique de la chaîne vide. Comme ils l'ont fait dans le dépôt des listes. Mais comment vous voulez partir dans une élection si vous n'êtes pas incapable de déposer votre liste? Comment vous pouvez participer aux élections législatives si vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous êtes un parti politique? Ça veut dire que tout groupe, tout regroupement, toute association, même une ONG, peut regrouper des gens en disant je vais aux législatives. Donc, la forme, c'est que le chef de l'État a ouvert les bras à toute la classe politique concernée, c'est-à-dire les 10 partis qui ont déposé leur demande de conformité ou de reconnaissance de constitution au ministère de l'Intérieur. Et le fond, c'est que le président leur a ouvert toutes les options, a laissé à leur disposition toutes les options. Il dit, même si vous envisagez une révision de la Constitution, je suis preneur. Mais tout ça doit se faire dans le respect des textes.
Mais il appartenait, à mon avis, aux forces concernées. Il dit, mais vous pouvez même aller en session extraordinaire, même en plein week-end. Même ce week-end-ci. Hein? Imaginez. La rencontre a eu lieu mercredi. Depuis là, vous avez vu quoi? Des menaces, des déclarations, des propos, à mon avis, graves. Quand vous en tenez avant ces réactions, on pourrait quand même dire aujourd'hui que ça soit l'opposition, les forces politiques de l'opposition, de la mouvance, c'est important il est heureux aujourd'hui que les consultations ont commencé, puisque les différents partis, les 10 partis ont reçu des correspondances de la part du président de l'Assemblée nationale. Oui, il aurait été mieux, il eût été mieux que chacun eût sa propre analyse de conscience. Que chacun fasse sa propre analyse de conscience. Et que l'environnement soit assaini. Au même moment que les gens, peut-être sont prêts à envoyer des propositions, mais au même moment, ils divulguent des informations, de l'intoxication dans les populations. Ils menacent. Ils polluent l'environnement. On a vu la société civile parle d'élections inclusives, mais c'est inopportun. Parce que les acteurs sont déjà invités à faire des propositions. La société civile n'a rien à faire. Elle n'a aucune légitimité. Les pouvoirs publics sont en jeu. Les forces politiques sont en action. On n'a plus besoin de la société civile. La société civile intervient là où il y a omission, là où il y a abandon. Mais quand là où c'est organisé, où le président a anticipé, où les forces politiques sont en concertation, en tout cas où toutes les cartes leur ont été données, le reste, c'est des prises de position partisanes qui n'avancent pas le débat politique. Est-ce que ce n'est pas une posture de prévention, la société civile? La société civile aurait dû prévenir en aidant l'opposition à mieux faire son dossier. La société civile aurait mieux prévenu si, depuis le vote des lois, ils avaient énuméré les contraintes et attiré l'attention de l'opposition là-dessus. La société civile aurait mieux fait en sensibilisant toutes les forces politiques aux vertus de la démocratie, qui est le respect des textes. La société civile aurait mieux fait en se mettant à la disposition quand le chef d'État a rencontré le 16, il me semble. Le 25 février, le 25 février, la classe politique. La force de l'opposition. La force de l'opposition, des trois. Certains sont allés. La société civile aurait mieux fait de les encadrer, de les aider à fournir les dossiers au ministère de l'Intérieur. Aller s'asseoir même au ministère de l'Intérieur, à fournir les dossiers, à réclamer le certificat. Est-ce que c'est son rôle en réalité? Mais, donc, ce n'est pas son rôle donc, de se mêler des débats politiques dès lors que les acteurs politiques sont en cours. Je pense que ça fait confusion, ça fait brouhaha, ça fait touffu. On ne voit pas où est le curseur. On nous dit, là, c'est quoi la démocratie? C'est le bruit, c'est le conformisme, c'est l'absence des règles, c'est la violation des règles. C'est quoi la démocratie? Alors, à quel rôle se livre la société prétendument civile? Quel jeu elle joue? Moi, je veux comprendre. Je fais partie de la société civile, j'ai dirigé des organisations. Mais nous sommes, nous, des responsables. Mais quand que les gens sont dans des postures de départ, de blocage, une société civile responsable devrait se départir et demander qu'on avance. On a vu des gens faire campagne contre la lépine dans ce pays. Et après, on a vu la société civile dire élection inclusive. Mais c'est comme des incantations. La société civile n'est pas un gourou dans la classe politique. Elle n'a pas un mandat. En démocratie, seuls les mandataires ont voix au chapitre. Ensuite, les autres sont des groupes de pression, ils peuvent parler. Mais en la matière, quand vous n'avez pas reçu un mandat, vous ne parlez en votre nom. Donc, après, on est en libre association, en libre expression démocratique, en liberté d'expression. Donc, chacun peut dire ce qu'il pense. Mais il ne faut pas qu'on se donne des postures qu'on n'a pas, des mandats qu'on n'a pas, des forces qu'on n'a pas. Donc, ça, c'est le problème. L'autre problème, c'est qu'on ne peut pas dire on est en démocratie et faire l'apologie
de la violation des lois sous prétexte qu'une opposition doit aller aux élections ou pas. Oui, il est souhaitable que l'opposition, que partout le pouvoir s'exerce, qu'il rencontre des limites. C'est une évidence. Tout pouvoir livré à lui-même devient un pouvoir fou. Mais pour que le pouvoir ne soit pas livré à lui-même, encore faudrait que les classes, les forces politiques s'organisent. Mais on ne peut pas décréter qu'un pouvoir ne devrait pas être livré à lui-même. Ce n'est pas le jeu démocratique. Excusez-moi, ce n'est pas le jeu démocratique. Le pouvoir se retrouve au levier essentiel. La démocratie n'est pas en danger. Dans tous les pays du monde entier, dans les grandes puissances démocratiques, il y a des moments où tout le pouvoir est concentré dans les mains. Que ce soit le législatif, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Pourtant, ça marche. Les gens peuvent exprimer leur désaccord par rapport à un texte. Mais dès que le texte est promulgué, devient texte de l'État, les gens se laissent appliquer. Ils peuvent continuer à pas l'attaquer. Mais ils ne refusent pas de l'appliquer. Ils ne refusent pas de s'exécuter. Or ici, notre opposition dit, ils ne reconnaissent pas si, vous ne vous rappelez pas qu'on a reçu des gens de l'opposition FCBE qui disent, nous, il y a 6 mois, il y a 8 mois, avant une toute période électorale, nous on ne reconnaît pas, la justice n'est pas libre, nous on n'est pas, le truc n'est pas libre. Donc, des individus maintenant choisissent ce qu'ils vont reconnaître. Et des élus du peuple, censés de montrer la voie, disent, nous on ne reconnaît pas telle force politique et telle institution. Alors, si eux peuvent le faire, c'est-à-dire qu'un citoyen lambda peut reconnaître, vous imaginez dans quel régime on va basculer? C'est de l'anarchie, du désordre. Mais la démocratie n'est pas le désordre. C'est le respect des lois. Donc, vous comprenez avec moi que les gens se mettent dans des postures qu'ils n'ont pas. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Et cette ouverture du chef de l'État, est-ce qu'il y aura quand même quelques souplesses véritablement? Parce qu'on voudrait, le chef de l'État a bien signifié qu'il voudrait une large participation des partis politiques aux prochaines législatives. En fait, je me demande quel rôle on prête au chef de l'État. Le chef de l'État n'est plus. À partir du moment où le gouvernement n'organise pas les élections, ce n'est pas le chef de l'État qui valide les listes. Et si on est passé du Sénat, d'abord du ministère de l'Intérieur à la Sénat, du Sénat à la Sénat permanente, et on continue toujours de voir la main du gouvernement dans l'organisation des élections, mais pourquoi on ne retourne pas au ministère de l'Intérieur tout simplement? Pourquoi donner encore des moyens à des structures parallèles si on ne peut même pas croire en elles et lui faire confiance? C'est une injure aux hommes et femmes qui travaillent à la Sénat que de penser que le chef d'État peut leur donner des injonctions. Et si on est ainsi, pourquoi on ne retourne pas au ministère de l'Intérieur? Là au moins les choses auraient été claires. Seraient claires. Donc, dans le cas d'espèce, je n'arrive pas à comprendre les postures différentes des uns et des autres qui tendent à montrer que le chef d'État a toute la carte, les cartes en main. Mais eux, ils avaient des cartes en main, ils les ont gâtées. Ils ont même des jokers qui n'ont pas exploité. Et aujourd'hui, ils pensent que c'est le chef d'État qui est le maître du jeu. Oui, le chef d'État, en tant que garant du respect des lois de la République, de la cohésion nationale, il est garant. Effectivement, il a des cartes en main. Mais des cartes de violer les textes, on va lui faire parjure demain. Et qui va le défendre? Donc, contrairement à ce qu'il pense, le chef d'État n'a pas la main. Il n'est pas omnipotent. Donc, il ne peut pas aller au-delà. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est prêt à toutes les mesures, mais il n'autorise pas la violation des textes. Et que peut faire maintenant l'Assemblée nationale alors, ou le président de l'Assemblée nationale qui coordonne ce processus de consultation des partis? Mais le consensus, c'est déjà une adhésion large des forces en présence. Et que le président Mbedi aille convaincre tout le monde. C'est d'abord ça. Parce que si toutes les forces unies, majorité comme opposition, décident de reporter les élections, elles seront reportées. Parce que elles auraient voulu. Mais n'oubliez pas qu'en décidant, il y a le pendant. Le pendant de ça, c'est le mandat de l'actuelle législature. Et pour le proroger, il faut toucher à la Constitution. Est-ce que les législateurs actuels sont prêts à la révision de la Constitution? C'est dans leur camp que la balle a eu de jouer. Voilà.
Et en ce qui concerne, c'est vrai, il y a eu assez de réactions par la suite, véritablement. Mais l'une des réactions, est-ce que pensez-vous que quand un ancien président parle de réplâtrage hâtif des lois, que la solution ne se trouve pas donc dans la relecture. Véritablement, c'est vrai que le chef de l'État a demandé que la classe politique se revoie. Mais quand vous référez aux propos, ou du moins au contenu de la réaction de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qu'est-ce que cela suscite en vous comme regard, comme lecture? Avec tout le respect que j'ai pour le président Soglo, je pense qu'il fait honte à son âge. Il fait honte aux hautes fonctions qu'il a assumées. Je l'écoute avec dépit, mais avec désespoir. Parce que le président Soglo, j'ai une grande estime pour lui. Quoique je connais les limites de sa gouvernance, nous l'avons suivi, sa gouvernance. Lui, c'est la conférence nationale qui, lui n'a fait aucun effort pour avoir été élu. C'est la conférence nationale. Ça aurait pu être Adrien Bédi. Ça aurait pu être Albert Evouedre. Son passage à la Banque mondiale a été pendant beaucoup dans ce qu'on a fait pour lui. Mais d'abord, il est arrivé, il a nargué toute la classe politique. Il pensait que c'était lui le plus intelligent. Questionnez les anciens. Questionnez les anciens qui sont encore sérieux et qui peuvent encore vous parler. La gouvernance Soglo, c'est une gouvernance de dérive en dérive. On n'est pas là pour parler de ça. Mais donc, quand le président Soglo parle, je dis, mais il parle assez... Évidemment, il pense que les Béninois souffrent d'un complet d'amnésie. Mais pas tout le monde. Alors, quand je l'écoute, je dis, moi, je connais l'intellectuel Soglo. Il est respectable. Le président a déployé des moyens. On peut dire, certaines difficultés du moment, mais quelle dérive il y en avait. Et les dérives se poursuivent. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Kérékou? Même à la mort de Kérékou, vous voyez Soglo encore amer. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de Yahi? Je les trouve bizarres ensemble, un peu comme la Kaba, comme les Magas à côté à Ouandébi avant. Ils ne s'aiment pas du tout, ils se détestent comme tout. Mais quand il faut cabaler, quand il faut comploter contre celui qui est au pouvoir, ils se retrouvent. Et c'est à ce jeu que se livre le président Soglo aujourd'hui. On l'a vu au champ d'oiseaux, avec Azanaï, avec Evouedre, contre Yahi. On l'a vu à Sémé, à Jeffa, avec Evouedre, et Yahi maintenant contre Talon. Hier, c'est la peste, c'est Zinsou. Le choléra, c'est Talon. On préfère soutenir le choléra que la peste, c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, mais Yves, le président Soglo n'a plus de mandat. Il n'a plus de mandat. Un ancien président de la République n'a pas un mandat. N'est-il pas toujours politique? Parce qu'on pourrait... Il est liberté politique, mais il doit respecter les institutions de la République. Ce que dit le président Soglo, c'est une incitation à la violence. C'est pas responsable. Le président Soglo n'a pas eu un mandat exemplaire. Et on peut sortir des éléments de sa gouvernance. Il n'a pas eu un mandat exemplaire. Il est loin d'être celui qui va faire la morale. Aujourd'hui. Le courage du président Talon, il devrait plutôt être quelqu'un qui a applaudi le courage. Parce que, d'une manière ou d'une autre, oui, le président Talon a commencé vraiment ses activités avec la bénédiction du président Soglo. C'est vrai. Sur le plan purement privé, professionnel, je veux dire. Il doit en être fier. Mais on a l'impression qu'il en est jaloux. C'est pas normal. Un père ne peut pas jalouser son enfant. Un père ne peut pas jalouser son fils. Peut-être que ce n'est pas son intention. Non, mais quand vous regardez cette prise de position, c'est inquiétant. Mais j'ai écouté, on va jusqu'à parler des parents du président de la République. On va parler d'Hitler. C'est une injure au peuple. Moi, je suis indigné. Moi, je suis indigné de sentir un ancien président de la République dont le mandat est loin d'être exemplaire. Parce que moi, je ne suis pas amnésique. Je suis indigné qu'on traîne le président de la République en activité dans les mots. Parce que son tort, c'est de vouloir changer le cours des choses. Changer le cours des choses tel que tout le monde le désire.
pour moi, je pense qu'il faut de la retenue à nos anciens présidents de la République. Et s'ils n'ont pas de la retenue, mais ils auront en face des gens qui n'ont pas de la retenue. Mais je pense que le président Soglo n'a aucune légitimité. On ne l'a pas élu. Il n'a plus le pouvoir. Donc, il ne peut pas parler plus que sa voix. Donc, il a dit ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Mais du haut de son âge et du haut des hautes fonctions qu'il a exercées, je voudrais humblement lui demander de savoir raison garder et de donner la place à la sagesse. Les anciens, celui qui sait ne dit pas, et celui qui dit ne sait pas. Je pense que le président Soglo, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il respecte son âge. On a l'impression que le couple Soglo n'a pas de limite et que papa et maman peuvent dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Dans une république où on pense que tout le monde a oublié, si on veut, on va déballer. On va mettre les choses, on va voir ce qui s'est passé. En 1996, quand le président Soglo a perdu le pouvoir, il n'a pas voulu reconnaître, empêcher la Cour constitutionnelle de proclamer les résultats. Hein? Pousser la vindicte populaire sur le journaliste de RFI qui a pu avoir le courage d'annoncer que le président Kérékou a gagné. Injurer les institutions, défier la Cour constitutionnelle, faire tirer sur le domicile d'un ancien, d'un membre de la Cour constitutionnelle. Les gens de la RB ont marché contre la Cour constitutionnelle en 1995-1996. Ils ont traité le président de la Cour constitutionnelle d'étranger. Dans ce Bénin. Notre démocratie n'avait que 4 à 5 ans. Et on voit encore le président Soglo continuer. C'est eux qui sont... Et peut-être qu'il a pris de recul pour analyser. Il ne prend aucun recul. S'il prend de recul, il doit comprendre que les difficultés d'un chef d'État qui a envie de changer le cours des choses méritent qu'on lui donne la main. Quel est le problème du président Talon? Le problème du président Talon, c'est vouloir changer les choses. C'est vouloir faire de ce pays un pays finalement normal et correct. C'est de vouloir qu'une démocratie, c'est des règles, et que ces règles soient au moins respectées. C'est de mettre de l'ordre dans la gadoue, dans la pagaille dans laquelle nous végétons, et que tout le monde déplore, mais que personne ne veut qu'on résolve. C'est ça le tort du président Talon. Très bien. Et la réponse des forces de l'opposition à cet esprit, en fait, à cet esprit donc d'ouverture du chef de l'État, est-ce l'organisation d'une marche, puisque demain... Non, mais on est dans un même... Ce qui se passe, c'est une sorte de... On déroule le dispositif de Jeffa de 2017. Et donc, pour vous, c'est une planification? C'est une planification. Ça fait... Combien de fois je n'ai pas déjà dit ça? Dans cette affaire de 242, quand même, interpréter un texte aussi simple. Je voulais vous dire, on va à la cour. C'est-à-dire, on a mis en place un dispositif, pas pour aller aux élections, mais pour créer le désordre, exactement comme on en a l'habitude à la veille des élections. Pour créer le désordre. Mais ils ont toujours martelé qu'ils veulent aller aux élections. Mais ils veulent aller aux élections, ils ont fait quoi pour se faire reconnaître à la Sénat et au ministère de l'Intérieur? C'est depuis septembre que la nouvelle charte est en vigueur ou au début octobre. Est-ce qu'ils ont fait les récriminations écrites? J'ai entendu le premier secrétaire dire nous avons corrigé tout ce qu'on nous reproche. Ça veut dire que c'est une réalité. Mais quand les choses sont réalité, pourquoi vous attaquez les institutions? Ils sont allés le 25 février au palais pour demander au chef d'État de regarder que c'est des petites. Qu'on est exigeant vis-à-vis d'eux. Mais vous violez les textes, vous dites qu'on est exigeant vis-à-vis de vous. Et vous attaquez les autres. Parce que leur tort, c'est d'être dans le camp présidentiel. Et quand on est dans le camp présidentiel, on ne peut plus être honnête. On ne peut, même quand on a fait des efforts. Vous avez écouté Boniface Yahweh-Tomé par rapport à son critique fiscale. Moi, j'en connais de la majorité présidentielle qui n'ont pas pu même postuler en dépendant de leur dossier parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le quitus, d'obtenir le quitus. J'en connais. Mais ce qu'on met dans l'opinion, c'est comme si c'était un bénéfice de privilège et que d'autres sont... Non. Mais où va le Bénin? Posez-vous la question. Où est-ce qu'ils nous conduisent? Quand le président rencontre les gens en disant « Je suis ouvert, je suis disponible, je suis prêt »
Allez-y réfléchir. Toutes vos propositions, tant que vous entendez. Mais les gens devraient faire leur preuve de beaucoup de respect. Donc, de la marche au meeting, aux menaces, vous avez oublié que les mêmes ont déjà menacé le président Talon que s'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, ils verront. À Djefa, ils ont menacé. Il y a un mois, ils ont menacé à Zalaï. Ils sont dans des menaces. Ils sont dans le déni démocratique. Ils sont dans l'irrespect de la République. Ils sont dans le défi à la République. Et notre Constitution a dit que ceux qui défient la République doivent être reconnus comme tels. C'est dans les premiers articles de la Constitution. Et ils sont en train de parler de marche pacifique. Non, la marche... Écoutez, je vais emprunter au président lui-même, Soglo. Sa réaction. Quand on lui a dit qu'il était en visite à Paris en 93, les enseignants devraient marcher. On lui a dit, mais comment ça permettra à quelques-uns de faire du sport. J'ai emprunté au président Soglo son expression. Donc, les gens sont libres de marcher. La marche fait du bien à la santé. La marche, c'est du sport. Donc, qui peut empêcher qu'il marche? Je pense que le préfet a pris acte et les a instruits par rapport aux dispositions de la loi. Donc, logiquement, une marche n'est pas un problème. Mais la marche peut engendrer des problèmes. C'est là qu'il faut qu'il soit vigilant. Voilà. Très bien. Et en ce qui concerne l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, vous avez suivi aussi le communiqué au sujet de la Sénat du Parti du Renouveau démocratique, véritablement, qui pense qu'il y a une exclusion partisane ou qu'il fait objet d'une exclusion partisane et que cette décision de la Sénat est inique et illégale. C'est ce qui est regrettable dans le truc. Même le PRD. Mais que voulez-vous que je dise de plus que ce que le président Talon même a dit à Ouedji lors de la séance? Il faut réécouter les bandes. Et vous vous rendrez compte que ce n'est pas la peine de répondre à ça. Je pense que le PRD s'est perdu dans les expressions, dans les mots. J'espère que ces responsables sauront se rattraper. Parce que, pour moi, le PRD a pu commettre ses fautes de manière innocente. Ils peuvent bien. C'est possible. C'est possible. Ce que dit le président Ouedji n'était pas faux. Mais ce que la réplique du président Talon n'est pas fausse non plus. En fait, il y a des gens qui sont tricheurs. Ils vont déposer le dossier un peu partout. Il a manqué au PRD de faire le contrôle qu'il fallait faire. Il a manqué au PRD de valoir ses 30 années d'expérience. Mais cela ne veut pas dire que le PRD est de mauvaise foi. Par contre, en ne reconnaissant pas son tort, en ne donnant pas à la Sénat sa confiance, alors que le fils du président Ouedji est là-bas comme conseiller, la question est de savoir est-ce qu'il nous vengeance sur la Sénat. Parce qu'on connaît la relation entre le communiqué émane du PRD, pas forcément, puisque Maître Adrien Ouedji ne s'impose peut-être pas aux militants du PRD. Ce sont les militants qui se sont rassemblés, qui ont dit la direction nationale, l'exécutif national. La direction nationale, ce n'est pas les militants, c'est ces représentants qui sont au niveau décisionnel. Et leur chef, c'est le président Ouedji. Et c'est lui qui a signé son directeur de cabinet, entre autres. Il se soumet peut-être à la volonté des autres. Quand j'ai vu le président Ouedji défendre son affaire devant le président Talon, et la réplique sanglante du président Talon, je comprends peut-être que quelques résurgences d'ego peuvent obliger à ces communiqués déplorables. Cela dit, moi je suis content de voir le PRD aller aux élections. Le PRD, c'est le cœur. Le PRD, c'est aussi l'âme encore de notre démocratie. Le PRD, c'est le plus vieux parti. Si le PRD mérite d'être aux élections. Le PRD n'est pas dans la posture. Le PRD n'est pas dans le reniement qu'on lit ailleurs. Cela dit, je pense que le PRD s'est trompé de ce communiqué-là. L'un dans l'autre, il me semble qu'ils ont saisi la Cour constitutionnelle. La Cour est juge de contrôle de constitutionnalité.
Mais la Cour est aussi régulateur. La Cour a plusieurs modèles de fonctionnement, en tout cas, de lecture des situations. Le président Talon a dit, est-ce que c'est encore le ministère de l'Intérieur qui a empêché les 3 autres? Parce qu'ils sont quand même 5 à avoir le quitus, à avoir le fameux certificat. Les erreurs en chemin, des trucs qu'on ne peut pas prévoir, avec le temps, vu la rareté du temps peut-être, ce dont parlait le président Ngouidji, peuvent peut-être, ça peut prospérer. La Cour constitutionnelle est juge des contentieux électoraux, que j'ai pré-électoral, post-électoral, post-électoral. Donc, laissons la Cour faire son travail, mais je déplore ce communiqué du PRD, tout en comprenant le PRD. Très bien. Parmi les propositions, il pourrait y arriver qu'on puisse entendre l'abrogation des anciennes, ou du moins des nouvelles du code électoral que nous avons et de la charte des partis politiques. Il y a une décision de la Cour constitutionnelle de 2010 ou 2011 qui a déjà mis fin à ces histoires. On ne peut pas abroger une loi alors qu'on est en pleine élection. Pour un consensus, par exemple? Non, aucun consensus ne demande d'abroger une loi en pleine élection. Aucun. C'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Vous l'avez vu quand on abroge des règles du jeu en plein jeu. Évidemment, en 70, lors des élections groupées régionalisées, oui, la junte militaire a dû arrêter le processus électoral très ensanglanté. Oui. Bon, ça c'est encore eux qui légiféraient. Donc, et donc ce serait une surprise si on en arrivait à la part. Non, on ne peut pas abroger. Vous aussi, pourquoi on va abroger? Qui va abroger? Puisque c'est ce que demandent aussi les forces de l'opposition. C'est qui? C'est qui? La minorité qui a claironné d'avoir empêché qu'il y ait la révision de la Constitution. Mais c'est la Constitution qui est en application. C'est ça un peu l'incohérence des intellectuels, de bien des intellectuels, que Kérékou appelait taré ou dépaysé, et que je m'approprie. Je pense que le président de Kérékou n'est plus la personne âme, mais il est resté quelques citoyens comme moi, qui n'ont pas oublié, et qui doivent rappeler sans cesse. C'est l'incohérence ou l'incurie de certains intellectuels. Je pense qu'ils ont très mal assimilé ce qu'ils ont appris, ou qu'ils ont perdu dans l'environnement dans lequel ils sont. Mais ils vont abroger quoi? Mais on dit, il faut réviser la Constitution. Il dit que non, il ne faut pas. La Constitution, c'est la meilleure. Mais la Constitution est en application. Quelle règle de la Constitution est violée? Quel article est violé? Pourquoi on va abroger les lois? Les lois violent quel article de la Constitution? Allons-nous sortir alors de cette situation? Mais bien sûr, on s'en sortira, pourquoi pas? Le pays n'est pas les individus. Le pays, lui, s'en sortira. Le pays s'en sortira. Il y a tout de même des concessions à faire, de part et d'autre. Oui. Quand vous dites qu'il faut abroger, vous n'êtes plus dans les concessions, vous êtes dans l'imposition. Voilà, vous n'êtes pas dans les... mais ils pensent qu'ils ne sont pas en position de force. Vous voyez, le point qui se pose aujourd'hui, il faut dire, si c'est du point de vue de droit ou du point de vue politique. Du point de vue de droit, aucun problème ne se pose. Les textes sont appliqués avec rigueur. Et il faut saluer la sérénité et la célérité avec laquelle la Sénat a géré ces dossiers. Là, les gens ont calé ce pouvoir à la Cour constitutionnelle. La célérité et la sérénité avec laquelle le Sénat a géré un dossier mérite d'être salué. Parce que les gens voulaient mettre la Sénat en difficulté. Donc, je pense, franchement, je pense sincèrement que nous avons... Ceux qui pensent qu'il faut abroger, ils se trompent. Si la majorité présidentielle entre dans ce jeu d'abrogation, toutes les réformes qui sont faites auraient été un échec. Et nous allons végéter encore. On va tomber au plus fond, au plus profond du trou, duquel on semble sortir si les élections aboutissaient. Donc, qu'allons nous attendre alors
du Parlement. Le génie des forces, des gens honnêtes. Le génie des gens sérieux. Le génie de ceux qui veulent que la crise, que l'opposition a créée, que cette crise prenne fin. Pas plus. Donc, on attend le génie béninois. Oui, le génie béninois, le président Ambridge a demandé aux gens de faire des propositions. De faire des propositions, normalement. On attend. Mais ne nous leurrons pas. L'échéance de mi-mai est déjà là. Avant d'aller aux élections, il y a plein d'étapes. Le calendrier électoral est là. Regardez-le. Le décret convoquant le corps électoral n'est pas abrogé. Et ne devrait pas l'être. Il appartient alors aux forces politiques de rentrer dedans ou de ne pas rentrer dedans. On pourrait peut-être réaménager un peu le calendrier électoral. Ça, c'est à la Sénat et aux classes politiques de voir. Mais, quand en 2001, le président Soglo a refusé d'aller au second tour, le président Humbredji, président de l'Assemblée nationale, l'a suivi. Mais le quatrième est allé. Le président Amoussou. Il est allé. Et on a eu un président au premier tour. Et on a eu un président de la République en 2001, Kérékou, qui a rempilé. La démocratie n'a jamais eu un coup. Puis après, en 2011, malgré les gens ont dit l'épi, on a eu déjà l'épi. Et on a eu un président au premier tour. Et rien ne s'est passé. Donc, ceux qui menacent savent que c'est leur méthode d'action. C'est leur mode opératoire. Mais il est temps que la pagaille prenne fin. Et si le président Talon recule, je pense qu'il aurait fait du tort à ce pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforik, consultant politique à ETélé, consultant médias et communication par ailleurs, expert en gouvernance, expert électoral aussi. Merci pour ces moments d'échange. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir également suivis. Et donc, c'est la fin de cet instant, de ce numéro de votre émission, Le Décryptage. Merci de nous rester toujours fidèles.